Satou était un raté qui s'est tué à la tâche jusqu'à en mourir au travail. Mais tout a changé quand il s'est réveillé dans un jeu avec des triches le rendant surpuissant, alors il a commencé à dégommer des monstres et des beautés pour le sport. L'histoire commence avec Satou se dépêchant de prendre un train pour le bureau un dimanche afin de finir un jeu vidéo en ligne sur lequel il travaille depuis des mois. Comme la sortie du jeu est prévue dans 2 jours, Satou s'enferme pendant des heures et code toutes les fonctionnalités nécessaires du jeu, y compris une compétence qui aidera les novices à éliminer une vague de monstres puissants au début du jeu. Cependant, tout ce travail acharné fait grimper son cortisol, alors il décide de faire une sieste pour se reposer. À son réveil, il est choqué de se retrouver dans le jeu sur lequel il travaillait. De plus, il a l'air d'avoir 15 ans de moins, ce qui le pousse à croire qu'il rêve. À ce moment-là, une armée de lézards de haut rang charge dans sa direction, alors il se cache pour éviter d'être repéré. Malgré cela, il est facilement trouvé et l'un des lézards lui tire une flèche qui lui érafle légèrement le visage. Voyant son sang de près, Satou a peur et commence à se demander si tout cela est réel ou non. Alors, tandis que les lézards continuent de lui tirer dessus, il panique et active une compétence de météore qui leur fait subir le sort des dinosaures. Après la chute du météore, l'un des lézards survit et défie Satou en duel pour régler leur compte. Au fond de lui, Satou pense qu'il est cuit car il n'est pas assez fort pour combattre un lézard mutant qui se bat comme Bruce Lee. Au début du combat, Satou bloque impulsivement la première attaque du lézard et contre-attaque en lui lançant son épée, ce qui l'envoie dans l'au-delà. Gagner ce duel choque Satou, et comme ce rêve est trop dur à gérer pour lui, il cherche le bouton de déconnexion, mais rien ne fonctionne. Après cela, il remarque que ses blessures ont guéri, alors il vérifie ses stats et réalise qu'il a gagné plus de 300 niveaux en éliminant tous les lézards avec sa compétence météore. Par curiosité, Satou essaie de tester la compétence météore pour voir s'il peut toujours compter dessus. Malheureusement, bien qu'il ait visé à des kilomètres, l'impact de la pluie de météores le rattrape, alors il court à toute vitesse et évite de justesse de finir en barbecue. Après avoir échappé à l'explosion, il désactive la compétence météore pour éviter une autre catastrophe. Il examine ensuite son butin et réalise qu'il est aussi riche qu'Elon dans cet univers et se réjouit car la vie ici sera facile. Le lendemain, il se met en route pour la ville la plus proche. En chemin, il remarque une vouivre volant au-dessus de lui, alors il saute dans le ciel pour voir, mais la vouivre le projette face contre terre. Après le crash, Satou remarque qu'il n'a subi aucun dégât, et c'est grâce au fait qu'il a beaucoup progressé hier. Quand la vouivre tente de l'attaquer à nouveau, il lui lance une pierre, ce qui la fait fuir car elle sent la force de Satou. Pendant que la vouivre s'échappe, Satou remarque qu'elle se dirige vers un groupe de soldats et fonce immédiatement pour les prévenir. Arrivé là-bas, il voit une grande armée de chevaliers et de mages travaillant ensemble pour attaquer la vouivre. Après une première vague d'attaques réussie, une fille nommée Zena tente de l'achever avec une attaque de vent, mais elle est contrée et projetée dans les airs. Cependant, avant qu'elle ne touche le sol, Satou saute instinctivement et la rattrape tel un chevalier en armure étincelante. Reconnaissante d'avoir été sauvée, elle le remercie et ne manque pas de mentionner qu'elle est célibataire. Satou en est surpris, mais soudain une flèche vole vers lui, bien qu'il l'esquive sans aucun problème. Zeyna réalise que la flèche vient de ses coéquipiers, qui voulaient juste la protéger, alors elle leur ordonne de se retirer. Malgré tout, il continue de dévisager Satou comme s'il était une sorte de criminel recherché. N'ayant pas d'autre choix, il se présente comme un marchand ambulant. Mais Yona s'interroge aussitôt car il ne semble transporter aucune marchandise. Réalisant son erreur, puisque tous ses objets sont cachés dans son étrange sac, Satou ment habilement et lui dit que son cheval de bas s'est enfui avec tout, ne lui laissant que sa bourse. Ce mensonge finit par débloquer ses compétences de ruse et de persuasion, alors il les augmente au maximum et s'en sert pour séduire Iona, ajoutant même que ses papiers d'identité ont été perdus avec le manteau sur son cheval disparu. Une fois cela réglé, elle lui dit de l'accompagner à la cité de Saliu pour qu'il puisse se faire établir une véritable carte d'identité. En chemin, Zeyna explique que leur escouade a été envoyée pour enquêter sur la récente pluie de météores, et Satou comprend vite que c'est en fait sa faute s'ils ont croisé la vouivre au départ. Pendant le voyage, il apprend que la peau de vouivre est précieuse, contrairement à la viande, qui a apparemment un goût de terre humide et n'est généralement donnée qu'aux esclaves. Cela l'amène à se demander quel genre de nourriture il trouvera une fois arrivé en ville. Il consulte donc un recensement de la population via sa fenêtre système et découvre que la ville abrite plusieurs races différentes. Quand ils arrivent enfin, Zeyna lui dit qu'elle doit partir pour faire un rapport aux militaires, bien qu'elle promette de le remercier convenablement plus tard. Satou réalise à quel point elle est têtue, notant que son moi plus jeune aurait probablement pris son attitude pour des sentiments à son égard. Juste après ça, Yona l'emmène voir un officier pour qu'il soit enregistré et qu'on lui délivre une nouvelle carte d'identité.
Une fois que tout est confirmé, il paie les frais requis et reçoit un visa de 10 jours pour rester dans la ville. L'officier lui explique comment il pourra prolonger son visa plus tard, l'avertissant que s'il expire alors qu'il est encore là, il sera transformé en esclave. Cela étant réglé, Satou remercie l'officier, et une fois dehors, Iona lui indique la direction des auberges. En chemin, Martha essaie de l'attirer vers l'auberge de sa mère en utilisant ses charmes évidents. Et quand il aperçoit Moza, Satou s'avoue qu'il aurait été intéressé si elle n'était pas aussi corpulente. Il finit par payer pour 10 nuits et se contente de nourriture froide puisqu'il est arrivé si tard. Pendant que Martha se vante de la cuisine de sa mère, Moza l'envoie nettoyer la chambre où Satou va loger. Au cours d'une conversation décontractée, il apprend l'existence du roi démon et de la bataille du héros qui a eu lieu il y a 60 ans, ainsi que le fait que les dragons sont étonnamment paresseux comparés aux vouivres. Alors qu'il finit son repas, Martha revient. Il lui demande donc où il peut acheter des vêtements et des fournitures et elle le conduit au marché. En chemin, Satou aperçoit un homme maltraitant des esclaves demi-humains, alors il intervient et les aide à porter leurs bagages. Quand les esclaves retrouvent leurs compagnons plus âgés, ils lui racontent comment Satou les a aidés et elle le remercie avant qu'ils ne retournent à leur base. Quand Satou revient vers Martha, il remarque qu'elle est totalement choquée qu'il ait interagi avec des demi-humains aussi naturellement. Elle explique que beaucoup d'humains, surtout des fermiers, ont historiquement été tués par des demi-humains. C'est pourquoi les gens ont tendance à garder leur distance. Alors qu'ils continuent leurs achats, Satou acquiert une compétence que la plupart des femmes possèdent naturellement, et il finit par acheter une épingle à cheveux à Martha. Voyant à quel point le cadeau la rend heureuse, il commence à se dire que s'il se montre un peu plus charmant, il pourrait probablement la séduire d'ici la tombée de la nuit. Elle le mène ensuite dans une boutique où il achète un masque de dragon et une perruque du genre utilisé pour se déguiser en héros et princesse de légende. À ce moment, il remarque un chariot transportant des esclaves et aperçoit une fille nommée Arisa qui semble porter un titre assez problématique. Lorsqu'ils rentrent à l'auberge, une jeune assistante nommée Yuni les accueille et informe Satou qu'elle a déjà monté son sac dans sa chambre. Curieux, Satou demande à prendre un bain, mais Martha explique que les seuls bains sont dans l'enceinte intérieure, interdite aux roturiers. Au lieu de cela, ils finissent par se laver au puits derrière l'auberge. Après ça, Satou s'écroule sur son lit et commande à manger avec une boisson légèrement alcoolisée. Quand le plat arrive, il est vraiment impressionné, mangeant avec enthousiasme et réagissant comme un critique culinaire excessif. En sirotant son verre, il remarque qu'il a acquis une résistance à l'alcool. Après avoir fini son assiette, il en commande une deuxième et finit par manger bien plus qu'il ne l'aurait probablement dû. Plus tard, cette nuit-là, au lit, il songe à quel point sa vie actuelle est agréable comparée à son ancien travail. Mais en repensant à tout ce qui s'est passé, il commence à noter que son expérience ne colle pas tout à fait aux jeux et histoires qu'il connaissait. Il admet avoir été un vrai geek au collège, soulignant que même à l'époque, il n'était jamais allé jusqu'à inventer sa propre langue. Il réalise aussi que c'est la première fois qu'il goûte vraiment quelque chose de nouveau, ce qui le fait douter que ce soit juste un rêve. Alors que la réalité s'impose, il conclut que ce monde ne peut pas être un simple jeu, car sinon il pourrait sauvegarder et se déconnecter à sa guise. Totalement confus, Satou décide de sortir cette nuit-là pour explorer la ville. Arrivé en périphérie, il décide de profiter de cette étrange expérience, se disant qu'explorer ce monde l'aidera peut-être un jour en tant que créateur de jeux. Pourtant, trouver un moyen de rentrer chez lui n'est pas vraiment sa priorité pour le moment. Sur cette pensée, il retourne en ville pour satisfaire un peu plus sa curiosité. Le lendemain matin, Martha le réveille et lui dit que sa petite amie est venue le voir. Confus, il sort et trouve Zena qui l'attend devant l'auberge. Il la salue d'un compliment et lui demande ce qui l'amène. Elle explique, avec son sérieux habituel, qu'elle est de repos aujourd'hui et qu'elle a pensé à lui faire visiter la ville. Satou remercie Zena pour sa délicatesse et accepte de la suivre. Sur ce, il se dirige vers le marché pour goûter à la cuisine de rue. Tout en continuant à flâner en ville, Satou en profite pour interroger Zena sur ses sorts. Zena lui explique le concept de son sort, qu'elle appelle magie du vent, et comment l'apprentissage ressemblait à celui d'un enfant débutant à la maternelle. Zena demande aussi pourquoi Satou apprend la magie, et quand il répond que ce sera plus simple pour se laver au lieu de stresser pour aller au bain, Zena éclate de rire, car elle n'a jamais entendu de raison aussi ridicule. Peu après, Zena l'emmène aux installations militaires à sa demande et il inspecte les lieux. Après cela, Zena l'emmène au temple de la ville, où elle lui montre une image du seigneur démon et du premier héros en plein combat. Elle lui dit aussi que l'épée sacrée du héros ne bleuit que si un héros la manie, sauf si l'épée accepte de son plein gré celui qui la porte. Orna, la prêtresse du temple, les interrompt pour dire qu'il est conseillé que seuls les héros manient l'épée sacrée.
Zena salue rapidement Orna et lui présente Satou, mais Orna est juste ravie que Zena ait trouvé quelqu'un pour la sauver du célibat. Gênée, Zena tente d'expliquer qu'ils ne sont qu'amis, mais elle est interrompue par une voix appelant Orna pour ses devoirs de prêtresse. Peu après, Zena va négocier avec un chauffeur pour rentrer en ville, tandis que Satou en profite pour vérifier ses propres statistiques. Surpris par ses hautes capacités, il décide de rester discret pour ne pas trop attirer l'attention sur son aura. Sur le chemin du retour, Zena lui montre une tour anti-dragon construite pour abattre tout dragon qui oserait s'approcher de la ville. Curieux, il demande si le roi démon contrôle les dragons pour attaquer, et Zena répond que seuls les démons les plus effrayants le font. Il se demande alors s'il existe des démons qui ne font pas peur, avant d'être interrompu par une foule. Zena lui dit que c'est sûrement le grand prêtre du temple de la guerre. Le grand prêtre explique à la foule que les demi-humains capturés doivent être lapidés car ce sont des démons inachevés, à moitié humains. La foule commence à lapider les demi-humains et Zena se précipite pour tenter de les protéger. Satou décide alors de se rendre utile et analyse les demi-humains pour en apprendre plus sur eux. Il réalise alors que le prêtre n'est pas leur maître, mais un homme nommé Urs qui observe la scène en retrait. Zena craint que l'acte du prêtre ne provoque une émeute, tandis qu'Urs attend patiemment qu'un acheteur se présente pour se faire de l'argent. À ce moment-là, Satou s'approche d'Urs et l'assomme d'un coup sec. Ensuite, Satou dénonce Urs à la foule comme le vrai responsable, expliquant qu'il voulait juste provoquer une émeute pour son profit. Quelqu'un demande si Urs contrôlait aussi les démons, mais avant que Satou ne réponde, un démon surgit du torse d'Urs et frappe le grand prêtre. La foule s'enfuit aussitôt. Zena demande à Satou de veiller sur les demi-humains pendant qu'elle part chercher du renfort. Satou essaie de sauver les demi-humaines, mais elle refuse catégoriquement, affirmant qu'Urs leur a expressément ordonné de ne pas bouger. Le démon quitte finalement le corps d'Urs, causant ainsi sa mort. Satou réalise alors que les filles n'ont plus de maître puisque Urs est décédé, et il décide de briser leur chaîne. Le démon se vante de vouloir aider son maître et commence à créer un nid. Zena et les soldats arrivent en renfort, mais le démon lance un sort pour plonger les lieux dans le noir. Peu après, Satou se retrouve dans le labyrinthe du maître démon. Les filles se réveillent aussi et s'inquiètent pour leur sort. Satou va à leur rencontre et se présente à elles. Voyant qu'elles n'ont pas de nom, il les appelle respectivement Lisa, Pochi et Tama. Il leur donne de longs gants et des vêtements propres, mais Lisa refuse, disant qu'en tant qu'esclave, elles n'ont pas besoin de pitié. Satou leur ordonne d'accepter car il estime que c'est mieux ainsi et elles finissent par obéir. Ensuite, il les nourrit et cherche un moyen de sortir de ce labyrinthe. Il s'aperçoit que d'autres personnes sont coincées, dont Zena et les soldats, et part explorer un passage. Les filles le supplient de ne pas les abandonner, mais il les rassure en disant qu'ils cherchent juste une issue. Il vérifie leur niveau et constate que seule Lisa est capable de manier une arme. Il lui tend alors une dague pour sa protection, lui ordonnant de ne pas bouger avant son signal pour combattre, ce qu'elle accepte. Sur ce, ils se mettent tous en route. Poki le prévient qu'elle sent du sang devant, alors il leur dit de ne plus bouger pendant qu'il va voir ce qu'il se passe. Il voit alors un monstre dévorant un pauvre gars, ce qui le fait hésiter à faire demi-tour pour attendre des renforts. Lisa l'interrompt en suggérant soit de passer discrètement devant le monstre, soit de l'attaquer pendant qu'il est occupé à déjeuner. Impressionné par son idée, il acquiesce et abat le monstre. Le monstre s'effondre sous l'impact et les filles vantent ses prouesses alors qu'il soupire simplement de soulagement. Il démonte ensuite une partie du monstre pour fabriquer un manche à son couteau et en faire une lance, puis il voit Lisa fouiller le monstre pour son noyau. Curieux, il lui demande à quoi ça sert et elle explique que le noyau d'un monstre vaut cher et qu'ils pourront le revendre plus tard. Il récupère le noyau, lui tend la lance et suggère qu'elle apprenne aussi à Pochi et Tama comment extraire le noyau d'un monstre. Il continue dans le labyrinthe et Satou remarque via les stats des filles qu'elles n'ont toujours pas gagné d'expérience. Il demande alors à Tama de ramasser des cailloux, espérant que ces tâches les aideront à faire monter leur barre d'expérience. Lorsqu'ils croisent un insecte, il ordonne à Tama de lui lancer les pierres qu'elle a ramassées, et elle s'exécute. Une fois que Tama a fini, il ordonne à Lisa de frapper l'insecte, puis il achève la créature déjà bien affaiblie. Il dit ensuite à Lisa et Tama d'aller chercher le noyau, pendant qu'il annonce à Pochi qu'il va l'entraîner séparément. Tama donne rapidement ses pierres restantes à Pochi pour l'aider. Peu après, lui et Pochi trouvent un autre insecte. Il lui dit de lancer les pierres et de rejoindre les autres quand elle n'en aura plus. Pochi obéit et quand l'insecte en colère tente d'attaquer Satou, lui donne rapidement un coup de pied. Mais Pochi, terrifié, perd ses moyens et s'enfuit en appelant à l'aide. Il la rattrape vite et la saisit juste au moment où Tama et Lisa arrivent pour demander ce qu'il se passe. Il les rassure et conseille à Pochi de ne pas s'enfuir quand elle panique, car cela pourrait l'envoyer prématurément vers le Seigneur.
Poki accepte le conseil et ils lui tapotent la tête pour la réconforter. Ils poursuivent ensuite leur route, attaquant tous les monstres qu'ils croisent en chemin. Ils constatent aussi que leur expérience augmente à chaque combat, et les voyant épuisés, ils proposent de faire une pause. Pendant la pause, les filles dévorent la viande qu'on leur donne comme si elles n'avaient jamais mangé de leur vie, et après ça, elles s'endorment profondément. Quelques heures plus tard, ils reprennent leur chasse aux monstres tout au long du chemin. Ce faisant, ils réalisent que les filles peuvent désormais gérer un monstre sans aide, ce qui l'impressionne. Lisa lui demande la permission de cuisiner le monstre qu'elles viennent de tuer et il accepte. Au moment de manger, il hésite à goûter ce monstre croisé peu avant, mais il prend une bouchée et voit les filles le fixer. Comprenant qu'elles attendent son feu vert, il les autorise à manger et elles commencent à dévorer. Après le repas, elles se rendorment contre lui et il commence à se demander ce qu'il fera d'elles une fois sortis du labyrinthe. Peu après, ils reprennent la route jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un slime. Ils lancent rapidement un sort de feu sur le slime, mais celui-ci reste de marbre, ce qui le surprend. Lisa propose de s'en charger et frappe le noyau du slime avec sa lance pour le vaincre. Ils continuent ensuite de marcher jusqu'à atteindre une zone couverte de toiles d'araignées. Il examine les toiles et réalise que des gens y sont piégés, alors il ordonne aux autres de les laisser couper les toiles. Un beau gosse nommé Jin sort de l'une des toiles et promet de les récompenser pour l'avoir sauvé. Nidoren, un autre captif, les remercie aussi pour leur gentillesse, et quand Satu exprime sa gratitude, il est interrompu par l'abruti qu'il a croisé au marché, disant qu'il ne veut pas que des demi-humains le libèrent de sa toile. Agacé, Satu décide d'abandonner l'abruti et quand celui-ci proteste, Jin menace de le transformer en barbecue avec son sort de feu si sa voix forte attire les monstres vers eux. Ils continuent ensuite le voyage jusqu'à atteindre un endroit où des gens tentent d'échapper au slime. Satu dit vite à Pochi et Tama de distraire les slimes avec du feu tandis que Lisa doit se charger de les détruire. Immédiatement, les filles se mettent au travail et l'abruti commence à réaliser qu'elles ne sont pas aussi mauvaises qu'il le pensait. Satu trouve Zena prise en embuscade par un slime et il se précipite pour la sauver. Une fois fini, Zena le serre fort dans ses bras car elle est heureuse qu'il soit sain et sauf. Satu présente ensuite Zena aux filles, et même si Pochi et Tama sont trop timides pour saluer Zena, Lisa s'avance pour se présenter et remercie Zena de les avoir sauvés lors de l'incident du grand prêtre. Peu après, le démon apparaît, ce qui prend tout le monde de court car il ne s'y attendait pas du tout. Le démon hypnotise ensuite les filles, leur faisant ainsi voir les soldats comme des poulets rôtis. Voyant cela, Satu assomme rapidement les filles tandis que Jin tente d'aider en lançant un sort pour brûler le démon. Cependant, le démon apprécie juste le feu, ce qui laisse Jin choqué car le sort qu'il a lancé était son meilleur. Satu entreprend de combattre le démon, mais une bête s'approche soudain pour le distraire, alors il l'attire vers le repère souterrain et invoque l'épée sacrée pour le découper en morceaux. Comme il ne veut pas que les autres sachent qu'il peut manier l'épée sacrée, il change de tenue et revient masqué pour attaquer le démon en lui lançant une pierre. Voyant qu'il va perdre le combat, le démon invoque son maître et les autres sont choqués de voir que c'est un démon de haut rang. Le démon de haut rang mange les restes de l'autre démon et lance un sort pour balayer les gens. Satu révèle rapidement l'épée sacrée, mais voir cela ne fait que renforcer le démon de haut rang qui lui lance un sort de foudre. Satu résiste au sort mais réalise que l'épée ne suffira pas à achever le démon, alors il se rabat sur la magie et invoque une lance magique en échange de l'épée sacrée. Il utilise ensuite la lance pour tirer des projectiles sur le démon. Alors qu'il se précipite vers le démon pour l'achever, il invoque un couteau tranchant, espérant porter un coup direct et trancher le démon avec. Immédiatement, le démon meurt du coup, tandis que le couteau qu'il a utilisé brille pour montrer qu'il est désormais un tueur de démons. Après qu'ils se soient tous échappés du labyrinthe, Zena le serre fort dans ses bras, et il en profite pour vérifier ses statistiques, seulement pour voir qu'on lui a donné le titre de héros. Il enregistre ensuite les filles comme ses esclaves. Le registraire d'esclaves lui dit vite qu'il a d'autres esclaves sur le marché, alors une fille à l'air fragile nommée Lulu se présente et une autre nommée Arisa s'avance pour se présenter. Mais l'accent d'Arisa choque Satu. Pour confirmer que ses oreilles ne lui jouent pas des tours, Satu s'approche d'Arisa pour lui dire dans sa langue qu'il y a des araignées dans ses cheveux. Immédiatement, Arisa lui dit d'enlever les araignées car elle en a peur, et cela lui fait réaliser qu'ils viennent bien du même pays. Après avoir payé pour que Lulu et Arisa soient ses esclaves, il se présente à elle. Et les autres filles font de même. Arisa s'approche pour voir Pochi et Tama car elle n'a jamais vu d'esclaves avec des oreilles bizarres et les serre contre elle, impatiente d'en faire ses meilleurs amis. Satu observe leur interaction et soupire de soulagement car Arisa n'a aucun préjugé contre les demi-humains comme Pochi et Tama. Quelques minutes plus tard, ils rentrent tous à l'auberge mais l'estomac de Lulu gargouille car elle a faim.
Voyant cela, Satou propose d'aller chercher quelque chose à manger. Pochi et Tama lui disent vite qu'elles adoreraient de la viande, ce qui surprend Arisa car des esclaves comme elle devraient déjà être reconnaissantes qu'on leur offre à manger. Arrivés au restaurant, ils remercient tous Satou pour le repas et commencent à manger les plats chauds et épicés. Pendant qu'ils mangent, Satou remarque que Lulu et Arisa portent encore leurs habits d'esclaves. Ils s'éclipsent donc pour faire des courses et bien qu'elles insistent pour le suivre, il leur ordonne de rester finir leur repas. Peu après, les filles montrent les vêtements qu'il leur a achetés et après leur avoir dit qu'elles sont jolies, il les emmène à l'auberge. À l'auberge, il demande s'il y a des chambres libres pour les filles, mais il apprend que tout est complet. Il dit alors à Martha d'emmener Pochi et Tama dans sa chambre pendant qu'il campe avec les autres filles. Arisa lui dit de se détendre et utilise son sort psychique pour que Moza leur prête une étable pour la nuit. Moza cède vite et les laisse utiliser son étable, ce qui permet à Arisa de se vanter auprès de Satou d'être un investissement utile pour son harem. À l'étable, Satou demande à Lisa, Pochi et Tama de se comporter de manière exemplaire. Il retourne ensuite dans sa chambre qu'il partage avec Lulu et Arisa et remarque que Lulu est timide avec les hommes. Après s'être mise en tenue de nuit, il se retourne et voit Lulu et Arisa dévêtus qui attendent qu'il les honore, mais il les regarde juste bêtement. Arisa demande innocemment quand il commence, mais Satou prépare juste son lit et leur dit de dormir. Aussitôt, Lulu se met à pleurer car elle n'en croit pas sa chance, et Satou la couvre d'une couverture, l'assurant qu'elle ne sera plus jamais traitée comme un objet. Mais Arisa boude dans son coin car elle regrette de ne pas avoir été honorée. Plus tard dans la nuit, Satou se réveille et voit Arisa dévêtue sur lui. Arisa l'embrasse alors, le laissant totalement stupéfait. Après le baiser, il se sent soudain attiré par sa poitrine et se demande s'il est sous son charme. Alors, il la serre dans ses bras et lui interdit d'utiliser toute forme de magie. Elle essaie vite de le faire taire, mais il refuse et lui ordonne de dissiper toute magie active qu'elle pourrait utiliser. Elle obéit car elle n'a pas le choix, ce qui le fait soupirer de soulagement. Il se rappelle alors qu'elle a utilisé la magie psychique plus tôt et lui demande pourquoi elle a tenté de s'en servir sur lui. Elle répond qu'elle voulait juste goûter à son engin car elle a craqué pour lui dès le premier regard. Entendre cela le surprend, mais elle continue de jacasser sur le fait qu'il est exactement son genre d'homme. Elle ajoute que puisqu'il a refusé de l'honorer, elle a décidé de l'envoûter pour qu'il ait au moins envie de la toucher. Il vérifie alors ses antécédents pour essayer de comprendre pourquoi elle agit de façon si folle. Mais elle prend les devants et se présente comme la réincarnation d'une femme de son pays et lui demande s'il s'est aussi réincarné ou s'il a été invoqué comme héros. Confus, il lui demande la différence entre les deux et elle explique que les morts de l'ancien monde se réincarnent ici en nouveau-nés alors que les héros sont amenés par magie. Il repense alors au moment de son arrivée dans ce monde et réalise qu'aucun scénario ne correspond à sa situation. Curieux, il demande comment elle est devenue esclave si elle a atterri ici en tant que réincarnée au départ. Le lendemain matin, Martha déboule dans la chambre pour le prévenir que Zena est dans les parages. Malheureusement pour lui, Zena remarque les filles avec lui et pense qu'il a passé la nuit avec elles, alors elle part furieuse. Il s'habille vite et saute par la fenêtre pour empêcher Zena de s'enfuir. En la rattrapant, il lui explique qu'elle a mal compris et l'assure qu'il n'a acheté les filles que pour l'aider dans ses affaires. Il complimente ensuite sa tenue pour apaiser la tension et elle rougit en réponse. Quelques heures plus tard, les deux reviennent des courses et Arisa les accueille joyeusement. Il dit à Arisa d'aller chercher les autres et alors qu'elle part, il se rappelle quand elle s'est confiée à lui la nuit passée. Apparemment, Arisa était une princesse qui essayait de rendre son pays prospère. Bien qu'elle ait réussi au début, des événements suspects ont appauvri son pays, permettant à un pays voisin d'en prendre le contrôle. Pendant ce processus, le pays voisin l'a vendue, elle et son peuple, comme esclaves. Puis un jour, un démon est apparu et a détruit le château où elles étaient captives. Elle s'est enfuie avec Lulu jusqu'à ce qu'un marchand d'esclaves les capture. Arisa revient avec les filles et l'informe que Lulu est absente car elle se sent mal. Il donne ensuite de l'argent aux filles pour qu'elles s'achètent des choses et il les regarde partir avec fierté. Après leur départ, Satou suggère à Zena de l'accompagner pour se renseigner sur les auberges acceptant les demi-humains, car Lisa et les autres ne peuvent rester à l'écurie. Zena est ravie qu'il l'implique dans une tâche aussi importante et accepte rapidement de le suivre. Arrivée à un bureau de petit boulot, une fille aux cheveux violets nommée Nadi se présente comme la responsable et Satou lui demande s'il y a des propriétés à louer pour des demi-humains. Peu après, Nadi les emmène voir un appartement potentiel et les prévient avant la visite que l'ancien propriétaire a été éliminé par un gangster du coin. Satou refuse aussitôt, alors Nadi leur montre une autre maison mais un bordel juste en face le décourage. Il continue d'en visiter d'autres, mais Satou est très exigeant et n'en trouve aucune à son goût. À cause de cela, Nadi lui dit de repasser plus tard car elle n'a plus d'option pour le moment.
Satou accepte et demande à Zena s'il y a un endroit où elle aimerait aller. Nadi les interrompt vite en suggérant d'aller au marché Opus qui vient d'ouvrir. Satou cherche alors le chemin du marché pendant que Nadi murmure à Zena qu'une partie du marché est prisée pour les rendez-vous, ce qui fait rougir Zena. Peu après, Zena, toute rouge, suit Satou au marché, mais elles sont interrompues par les filles. Arisa exhibe ses nouveaux cheveux blonds, se vantant de ressembler à une Barbie. Curieux, Satou demande à Arisa pourquoi elle a changé de couleur et elle répond qu'elle a entendu dire que son ancienne couleur portait malheur. Après ça, Satou tombe sur un abécédaire qui pourrait aider le vocabulaire des filles, alors il l'achète au vendeur. Arisa suggère ensuite d'aller voir une pièce sur la place du marché. Satou s'excuse auprès de Zena d'avoir laissé les filles se joindre à eux, mais elle assure que ça ne la dérange pas. Satou et Zena s'arrêtent peu après à un stand de bijoux pour regarder des boucles d'oreilles, mais Arisa les interrompt pour réclamer sa propre paire. Zena laisse tomber la boucle d'oreille qu'elle regardait car elle ne voulait pas être un fardeau pour Satou alors que les filles l'entraînent vers un autre étal. Satou en profite donc rapidement pour acheter les boucles d'oreilles qu'elle a laissées. Sur la place du marché, ils s'installent tous pour regarder la pièce, mais Pochi et Tama commencent à se plaindre bruyamment de vouloir manger de la viande. Satou réalise que les filles ne sont pas intéressées par la pièce, et quand il se tourne pour voir si Liza regarde, il s'aperçoit qu'elle fait juste semblant d'être attentive. Cependant, il ne les blâme pas car la pièce est une histoire vraie tragique sur la liaison d'un sorcier nommé Zen avec une princesse nommée Lil Tiena. À cause de cela, le fiancé arrangé de Lil Tiena, Muno, a éliminé toute la famille élargie de Zen par jalousie. Le serviteur de Lil Tiena a aussi éliminé Zen, poussant Lil Tiena, furieuse, à sauter la vie par vengeance. Cependant, le corps de Zen se réincarne en mort-vivant et se venge de Muno et de son escouade. Avant qu'il ne puisse achever Muno, un chevalier sacré est soudainement apparu et l'a éliminé. Muno s'est ensuite transformé en une personne totalement différente et a servi le chevalier sacré jusqu'à sa mort due à une malédiction. Après la pièce, Satou attire l'attention d'une dame sur le mouchoir qu'elle a accidentellement laissé tomber. La dame le reconnaît rapidement comme le gars avec les filles qui voulèrent de la viande pendant la pièce et lui demande ce qu'il en a pensé. Il convient que la pièce est terrible, pour apprendre ensuite que Zen a en fait éliminé Muno avant le chevalier sacré et que le script a été changé car les nobles ne l'aimaient pas. Il apprend aussi que Muno a en fait kidnappé la princesse pour l'épouser, bien qu'il sache qu'elle aime Zen et il est soulagé que la pièce ne soit mauvaise que parce que le script a été modifié. Quelques heures plus tard, Satou et Zena se promènent, mais ils tombent sur certains collègues de Zena. Zena apprend alors qu'ils reviennent d'un combat contre des fourmis, et elle commence à soigner leurs blessures pendant qu'ils expliquent qu'un groupe de cavalerie verrette, mené par un homme au casque rouge croisé à la frontière, doit être responsable d'avoir attiré les fourmis. Une fois que Zena a fini les soins, les filles les interrompent avec une fourmi qu'elles ont capturée en chassant de la viande. Satou scanne rapidement la fourmi et voit que d'autres fourmis s'approchent de la ville. Il donne alors des instructions aux filles, mais avant qu'il ne puisse informer les collègues de Zena de la situation, les fourmis s'approchent de la ville. Bien que la barrière protectrice de la ville empêche les fourmis d'entrer, certaines têtes brûlées parmi elles parviennent à la franchir. Le reste des fourmis entre par la porte de la ville, forçant les soldats à la fermer, mais les fourmis passent quand même par l'espace sous la porte. Immédiatement, les soldats tirent sur les fourmis alors que Satou et les filles se joignent au combat pour les arrêter. Pendant ce temps, Satou réalise que le bâtiment de Nadi est ouvert. Il se précipite donc à l'intérieur et frappe la fourmi qu'il voit. Il voit ensuite que Nadi est coincé sous terre, et alors qu'il réfléchit à comment l'aider, Bolenan, le gérant de Nadi, utilise soudainement son sort pour la remonter. Une fois le combat terminé, Nadi présente Bolenan à Satou, qui l'interroge sur ses origines. Satou apprend alors que Bolenan est un elfe esprit de la forêt, après quoi il sort du bâtiment pour voir que les soldats brûlent déjà les fourmis capturées. Zena le voit et lui dit qu'elle va rejoindre les autres soldats pour patrouiller dans la ville, alors il lui fait ses adieux. Plus tard dans la soirée, Satou et les filles s'installent pour dîner et Moza leur donne des portions supplémentaires pour leur travail formidable contre les fourmis. Pendant qu'ils mangent, Satou remarque que Lulu ne se sent toujours pas mieux. Il se rend donc à la pharmacie après le dîner pour lui chercher des médicaments. En chemin, il remarque soudain des monstres d'ombre et les abat rapidement. Une fois fini, il voit les deux personnes que les monstres retenaient captives et se précipite vers elles, pour voir que l'une d'elles est un rat portant un casque rouge. Peu après, il les introduit discrètement dans le bâtiment de Nadia car il est déjà tard dans la nuit et les y dépose. Cependant, son bruit alerte Nadia et Bolandren, alors il les informe de ce qui s'est passé. Bolandren lance alors un sort de soin sur le rat au casque rouge, tandis que Satou leur montre l'autre personne, qui se trouve être une elfe nommée Mia.
Nadia est surprise de voir que Mia est une elfe, mais Mia, confuse, regarde simplement Satou et le trouve joli. Le rat crache du sang à ce moment-là, ce qui pousse Nadia à sortir en courant pour chercher de l'aide. Satou se précipite rapidement après elle car il est trop tard pour qu'une dame marche seule. Le lendemain matin, Arisa accuse Satou d'avoir passé la nuit chez la fille alors qu'elle aurait pu lui faire essayer différentes positions toute la nuit. Mais Satou, épuisée, lui jette simplement sa veste sur la tête pour la faire taire. Pourtant, elle retire la veste pour exiger une explication, alors il explique comment il a croisé des gens en allant chercher des médicaments pour Lulu. L'imagination d'Arisa s'emballe alors qu'elle commence à divaguer sur le fait qu'il parle du titre d'une vidéo du mauvais côté d'internet. Sa voix forte réveille Lulu, alors Satou lui remet les médicaments qu'il a pris pour elle et Lulu le remercie pour sa gentillesse. Quelques heures plus tard, Satou rend visite à Nadia pour voir Mia et le rat et il apprend que Mia se repose encore après s'être évanouie d'épuisement. Nadia explique aussi qu'une potion de mana aiderait à accélérer sa guérison, mais c'est cher, alors elle suggère d'emmener Mia dans un endroit riche en mana. Satou essaye alors de chercher un endroit riche en mana, mais il est interrompu par un bruit venant de l'étage, alors il en informe Nadia. À l'étage, Nadia et Satou vont voir Mia. Satou en profite pour vérifier les antécédents de Mia et il voit qu'elle a le don de voir les esprits. Alors, quand Nadia s'éclipse pour préparer à manger pour Mia, Satou, curieux, demande à Mia de décrire l'esprit qu'elle voit. Mia décrit l'esprit qu'elle voit comme étant duveteux, ce qui lui fait réaliser que Mia n'est peut-être pas du genre bavard. Peu après que Mia a fini son repas, Nadi sort de la pièce avec les restes du plat. Satou s'apprête à la suivre, mais Mia l'arrête, car elle apprécie secrètement sa compagnie. Quelques heures plus tard, Satou revient à l'auberge et voit les filles lire les cartes éducatives offertes la veille. Impressionné, il interroge Pochi et Tama sur les animaux pour réaliser qu'elles les appellent tous de la viande. Arisa, leur soi-disant professeur, se défend en disant qu'il est dur de les contredire tant elles sont sûres d'elles. Après cela, il s'installe pour déjeuner et il parle de Mia aux filles. Les filles ont hâte de rencontrer Mia, alors il promet de les y emmener après le déjeuner. Peu après, elles rendent visite à Mia et commencent à jacasser sur sa grande beauté. Voyant qu'elles s'entendent bien, Satou s'apprête à partir, mais Mia le retient à nouveau. Il se demande alors si ces statistiques ne contiennent pas un bonus d'attraction pour les elfes malades. Malgré cela, Satou va voir Nadi, qui lui demande son chariot puisqu'il prétend être un marchand. Satou lui raconte les mêmes mensonges sur son cheval qui se serait enfui, alors elle lui conseille de racheter le chariot d'un marchand qui part à la retraite. Satou décline l'offre car il ne sait pas conduire de chariot, mais Lulu, qui suivait leur échange, l'interrompt pour dire qu'elle sait le faire. De ce fait, Satou accepte et donne des pièces à Nadi, ce qu'il estime suffisant pour un chariot. Le lendemain, Satou et les filles préparent le camping. Pochi et Tama courent vers Satou pour dire que la bouilloire est fâchée. Satou leur explique que la bouilloire siffle juste pour dire que l'eau est en train de bouillir. Arisa les aide ensuite et explique que l'eau chaude devient une fumée blanche qui soulève le couvercle. Le jour suivant, Satou signe pour son nouveau chariot et Arisa suggère d'y ramener Mia chez elle. Satou trouve l'idée bonne et veut en parler à Bolenan, mais pour l'instant, il veut que Lulu lui apprenne à conduire. Peu après, Lulu conduit le chariot avec Satou assis à ses côtés. Satou sent qu'elle est tendue, alors il entame une conversation avec elle à propos d'Arisa. Aussitôt, Lulu se détend et commence à raconter toutes les fois où Arisa l'a stressée. Grâce à cela, la leçon de conduite devient plus facile et Satou améliore ainsi ses compétences. Alors qu'il continue tard le soir, Satou ressent soudain quelque chose et voit un hibou les observer. À leur retour, les filles accueillent Satou comme s'il était parti des jours, et même Mia se joint à elle. Satou demande si Mia peut marcher seule, et Arisa le rassure. Bolenan lui a donné une potion magique. Arisa propose de fêter sa guérison avec un bon plat, et Mia dit qu'elle a envie de brioche au miel. Aussitôt, les autres filles s'y intéressent, et Satou comprend qu'elles ont dû influencer Mia. Il ordonne à Lulu et Lisa d'aller en chercher, quand soudain, il ressent à nouveau ce malaise et voit le hibou le fixer encore. En entrant chez Nadi, il apprend que le rat va mieux. Il va donc vérifier et voit le rat avec Bolenan. Le rat explique que Mia a été enlevée par des sorciers de son village et emprisonnée dans une cellule. Elle s'est enfuie et a croisé le rat et ses amis qui ont proposé de l'emmener chez Bolenan car c'est aussi un elfe. Hélas, les sorciers ont envoyé des fourmis en ville, gâchant ainsi le plan du rat. Satou pense que Bolenan en sait plus sur l'enlèvement, mais il refuse d'insister. À ce moment, ils entendent du bruit en bas et Bolenan se précipite dehors, suivi de Satou. Il s'avère que les filles avaient juste peur du tonnerre incessant. Alors que les filles râlent sur le tonnerre, Satou remarque que Tama fixe quelque chose et il voit la chouette de tout à l'heure se transformer en sorcier aux yeux violets.
Pendant que les autres fixent le sorcier avec surprise, le rat reconnaît celui qui en veut à Mia et fonce l'attaquer. Cependant, le sorcier utilise la magie psychique pour stopper le rat et distraire les autres. Satu cherche comment contrer cette magie, mais voit Arisa tenter de stopper le sorcier avec sa propre magie psychique. Satu active vite sa compétence de résistance à la peur et lance une vérification sur le sorcier. Il réalise que le sorcier s'appelle Zen et comprend que c'est l'homme de la pièce vue sur la place du marché. Zen exprime son souhait d'emmener Mia, mais Satu l'interrompt pour lui dire que ce sera impossible. Agacé, Zen lance un sort de poison, mais Satu suggère de régler ça sans violence et demande poliment à Zen de partir. Zen refuse, alors Satu s'avance pour le frapper, mais Zen se change en ombre et attrape la jambe de Satu avec ses fouets d'ombre, le suspendant en l'air. Réalisant que Zen contrôle les ombres, Satu lui dit de s'estimer heureux, car sinon il serait déjà en route pour l'au-delà. Agacé que le monstre ait transformé Satu en ventilateur, Arisa lance un sort à Zen, qui révèle son visage pour montrer qu'il est un mort-vivant. Zen tente alors d'attraper Arisa avec ses fouets d'ombre, mais Satu tire dessus au moment où Bolenan s'avance pour la défendre. Satu en profite pour se libérer des fouets d'ombre de Zen et les tranche. Cela surprend Zen car seul un objet magique peut faire ça, mais Arisa reste de marbre en réponse. Pendant que les autres filles se cachent comme des poltronnes, Arisa cherche un moyen de vaincre Zen. Mia dit à Arisa de ne pas s'en faire, mais Arisa refuse, expliquant qu'elle se bat car Satu veut la libérer de ses ennuis. Satu s'approche aussi pour braquer son arme sur Zen afin de le distraire, voyant qu'Arisa prépare un sort puissant. Alors qu'il parle, Arisa dit soudain à Satu de s'écarter et lance un sort puissant vers Zen. Hélas, Zen l'esquive facilement tandis qu'Arisa s'effondre, épuisée par la puissance du sort lancé. Zen dit alors à Satu de prévenir Arisa de ne plus jamais recommencer, puis il retourne chez lui en emmenant Mia. Aussitôt, Satu ordonne à Lulu et Lisa de soigner les blessés, promettant de ramener Mia. Ensuite, il se téléporte dans une autre dimension et se retrouve dans le repère de Zen. Surpris, Zen lui demande comment il a pu franchir la barrière, car seul un vrai héros peut atteindre son repère. Cependant, Satu ignore sa question et se précipite pour récupérer Mia. Alors, Zen, agacé, l'expulse de son repère d'une simple chicnaude. Confus par la situation, Satu fixe un arbre géant devant lui et se dit que c'est peut-être une énigme de Zen. Vérifiant sa carte pour confirmer que Mia est coincée dans l'arbre, il s'y précipite avec détermination jusqu'à un temple jadis bâti pour les elfes. Dans le temple, il élimine tout monstre sur son chemin et continue de marcher jusqu'à une forêt magique où il voit une elfe dévêtue nommée Dryade. En la voyant, Satu est soulagé car il sent que vaincre Dryade lui ouvrira un raccourci pour s'échapper selon la logique des jeux vidéo. Au lieu de le combattre, Dryade le jauge, voit qu'il sera facile à battre et propose de devenir sa femme. Satu refuse aussitôt car il ne veut pas d'une elfe qu'il vient de rencontrer, alors Dryade l'embrasse de force pour recharger ses points de magie épuisés. Après le baiser, il se jure d'oublier ce qui s'est passé tandis que Dryade lui ouvre un passage pour qu'il puisse continuer. Il suit le chemin et finit dans une pièce où il voit une vieille note d'un elfe expliquant avoir créé le berceau pour les elfes voulant survivre à tout danger, car il croit qu'ils dirigeront un jour le monde. Voyant le nom de l'auteur, Satu comprend que Mia et Bolenan en sont les descendantes et se demande si Zen veut emmener Mia au berceau pour cette raison. Il retourne voir Dryade pour demander un portail vers une autre pièce, elle lui montre un cercle de fées où se placer et lance un sort pour le téléporter. À la suite du sort, il se retrouve face à 3 filles identiques et imposantes qui le fixent intensément. Les filles lui disent d'attendre et commencent à s'échauffer pour le combat alors qu'il en profite pour vérifier leur profil. Voyant que ce sont des homoncules, il se demande pourquoi elles agissent si bêtement alors qu'elles appartiennent à une race réputée pour sa grande intelligence. Elles l'interrompent en pointant une épée vers lui pour l'accueillir au niveau suivant de l'énigme. L'une d'elles bavarde sans fin sur la nécessité de vaincre le gardien pour avancer, mais il aimerait qu'elle se taise car sa voix commence à l'agacer. La fille lui présente Golem, le gardien qu'il doit affronter, et alors que Golem avance vers lui, il l'abat avec son arme. L'une des filles décide alors de s'en charger elle-même en l'attaquant, mais il esquive le coup et l'assomme. Après cela, il entre dans une autre forêt magique semblable à celle de Dryade, mais voit que l'elfe ici est presque totalement desséché. Il lui verse vite de l'eau et l'elfe saisit soudainement la gourde de sa main pour boire elle-même. En buvant, elle retrouve la santé et il apprend qu'elle partage les souvenirs de Dryade grâce à leur lien divin en tant qu'esprit. Il lui demande ensuite de le transporter dans une autre pièce et elle accepte. Peu après, il se retrouve dans un passage et élimine les insectes sur sa route jusqu'à atteindre enfin le berceau de Zen.
Au berceau, il demande qu'on lui remette Mia, mais Zen refuse et le défie en duel, promettant une épée sainte en récompense s'il gagne. Zen invoque alors plusieurs homoncules pour l'éliminer avant de s'enfuir avec Mia. Satu invoque sa lance pour combattre les homoncules et les attaque d'un seul coup net. Bien que Satu domine, les homoncules refusent de céder car Zen les a conditionnés pour se battre pour son honneur jusqu'à la mort. Pourtant, Satu les élimine et la dernière fille le supplie de réaliser le vœu de Zen avant de rendre son dernier soupir. Ensuite, il marche vers Zen, qui lui remet l'épée sainte en récompense pour avoir vaincu les homoncules. Il demande alors à Zen ce qu'il veut vraiment, et Zen lui dit qu'il cherche un héros qui mettra fin à sa vie misérable. Zen se confie sur sa réincarnation dans une famille respectable après une première vie difficile. Mais tout a changé quand un noble amoureux de sa femme l'a fait emprisonner puis exécuter. Pire encore, Dieu lui a montré une vision de sa famille, sa femme incluse, se faisant brutalement massacrer. Aveuglé par la rage, il a changé les restes de sa famille en morts-vivants pour se venger de leur bourreau. Une fois sa vengeance accomplie, il a voulu rejoindre sa femme, mais Dieu a refusé de le laisser mourir. Zen supplie alors Satu d'utiliser l'épée contre lui pour le frapper. Se rappelant les mots du dernier homoncule exécuté, il invoque l'épée et frappe Zen, ce qui fait disparaître un Zen ravi, laissant son alliance derrière lui. Ensuite, le système de Zen annonce qu'il est en mode autodestruction et lui conseille de sortir. Il court vers Mia, lui donne une potion pour la réveiller de son inconscience et la rassure sur sa sécurité. Il lui demande alors d'arrêter l'autodestruction du berceau, mais elle n'a aucune idée de comment faire. Déterminé à sauver tout le monde, il emmène Mia vers les homoncules vaincus et lui dit de fuir avec eux car il doit encore sauver quelqu'un. Elle obéit et il court chercher l'homoncule assommé plus tôt alors que tout le berceau s'effondre. Après l'avoir récupéré, il court vers Dryad et lui demande de l'aide pour s'échapper de l'arbre. Dryad lui demande d'augmenter ses points de magie, alors il l'embrasse et elle les téléporte à la surface. À la surface, Dryad lui dit de la laisser car elle appartient à la forêt. Il la remercie et fuit avec les homoncules. En chemin, il longe la mer utilisant ses tirs de feu pour empêcher le sel généré par le berceau de Zen de l'engloutir. Il continue de courir jusqu'à l'autre côté, d'où il regarde le berceau de Zen s'effondrer totalement. Quelques heures plus tard, Satu retrouve les filles, qui le serrent fort car elles croyaient de l'avoir perdu. Voyant Arisa pleurer, il se rappelle l'avertissement de Zen. Il doit l'empêcher d'utiliser son sort puissant pour qu'elle ne finisse pas comme lui. Cependant, Arisa, inconsciente, demande à Satu de promettre de ne plus rien faire de fou et il s'excuse. Toutes les filles se mettent à pleurer, ce qui le soulage car il voit qu'elles l'aiment vraiment. Peu après, Mia le remercie de l'avoir sauvé en lui témoignant la plus grande gratitude possible. Quelques heures plus tard, les homoncules le remercient également d'avoir épargné leur vie. Il leur annonce que Zen est décédé et leur donne les bagues que Zen a laissées derrière lui. Elles décident alors de le servir comme leur nouveau maître. Mais en entendant cela, Arisa devient jalouse car elle n'aime pas partager. L'une d'elles dit à Satu qu'elles doivent d'abord aller sur la tombe de la femme de Zen pour l'alliance. Cependant, les homoncules insistent pour que l'une d'elles reste, alors elles font un pierre-feuille-ciseau pour décider. Une éternité plus tard, l'une d'elles s'avance pour se présenter à Satu comme celle qui restera. Satu l'accueille et la nomme Nana puisqu'elle n'a pas de nom, tandis qu'Arisa bout de colère. Ensemble, ils retournent tous vers la ville. À la ville, Satu ment à Yona sur ce qui s'est réellement passé avec Zen. Alors que Zena accourt pour voir si Satu va bien, le voir en chair et en os la fait fondre en larmes car elle a entendu des rumeurs folles sur sa disparition. Une fois calmée, elle s'excuse d'avoir pleuré, mais Satu lui dit qu'elle a tout à fait le droit d'exprimer ses sentiments. Il lui tend ensuite les boucles d'oreilles achetées lors de leur dernière visite au marché et en les reconnaissant, elle le remercie pour son attention. Il l'informe aussi qu'il va ramener Mia à son village, mais elle interprète cela comme s'il essayait de quitter définitivement la ville. Il la rassure vite en disant qu'il reviendra, promettant de lui raconter tous les potins croustillants qu'il trouvera durant son voyage. Il lui fait aussi une promesse du petit doigt pour lui montrer qu'il est très sérieux. Le lendemain, Satu part avec les filles pour ramener Mia à son village pendant que leurs amis leur font leurs adieux pour ce long voyage. En chemin, Zena se précipite soudain vers eux à cheval car elle a quelque chose d'important à dire à Satu. Après avoir capté son attention, elle lui dit que son frère a accepté son souhait une fois qu'il sera chef de famille au printemps. Elle promet donc de le rejoindre. Il lui fait ensuite ses adieux après leur discussion avec un sourire un peu triste sur le visage. Mais Arisa lui dit d'être heureux car il l'aura elle et les autres filles à ses côtés. Quelques heures plus tard, Satu et les filles s'installent pour une pause déjeuner. En mangeant, Satu remarque que Mia est difficile et demande pourquoi, pour apprendre qu'en tant qu'elfe, il lui est interdit de manger de la viande.
Après le repas, Satou voit Lisa faire des pancakes et demande pourquoi puisqu'ils viennent de manger, et elle répond que c'est pour grignoter pendant la suite du voyage. Arisa propose de ranger les pancakes dans sa boîte magique, et en examinant la boîte, Satou se demande s'il possède aussi cette fonction dans ses réglages. Peu après, ils rangent les récipients dans le chariot et nourrissent les chevaux pour la suite du trajet. Alors qu'il continue de travailler, Satou observe Mia et voit qu'elle a meilleure mine que lors de son enlèvement. Arisa interrompt ses pensées pour suggérer de retoucher les coussins de paille du chariot car il la démange et il accepte de l'aider. Quand ils s'y mettent, Arisa commence à donner des instructions sur la marche à suivre avant d'être choqué de voir qu'il est en fait un pro de la couture. Après cela, il fabrique des poupées pour toutes les filles avant qu'ils ne reprennent finalement leur route. Quelques heures plus tard, ils font une autre pause et il en profite pour entraîner Tama et Pochi en leur demandant de surveiller les environs. Les filles obéissent, mais Arisa les suit car elle veut aussi participer à l'amusement. Il leur dit aussitôt d'être prudents, mais il est interrompu par Mia qui joue une mélodie avec une feuille. Impressionné par son talent, il se rapproche pour l'encourager, ce qui la fait rougir. Peu après, Satou et les autres filles s'assoient avec Mia pour apprendre à produire des sons avec une feuille. Satou tente sa chance, mais échoue lamentablement, ce qui pousse les filles à le regarder avec pitié. Refusant cette situation, il améliore vite ses compétences musicales et joue quelque chose de mélodieux. Malheureusement, Arisa s'approche à ce moment pour demander pourquoi Satou semble détester la musique. Mia lui reprend aussi la feuille, le laissant déçu, mais Lulu l'encourage à s'entraîner pour devenir parfait. Après cela, Arisa emmène Satou sur une montagne où elle lui montre un torii en pierre effondrée, vestige d'un ancien sanctuaire. Satou commence alors à avoir une impression de déjà-vu et un souvenir de sa vie passée envahit soudain son esprit. Ce souvenir lui fait penser que le torii de pierre était alors près de la maison de son grand-père. Arisa le sort de sa transe et l'accuse de rêvasser à un moment aussi crucial. Cependant, il l'ignore et continue de repenser à ce souvenir. Il réalise que les torii de pierre de son passé sont rouges et différents de celui-ci, donc celui-ci fait peut-être partie du jeu. Il scrute ensuite la zone et voit que le torii mène à une porte de voyage, mais il l'ignore et rejoint les autres pour continuer leur périple. De retour, Pochi montre fièrement la proie qu'elle a chassée et Lisa propose de la cuisiner. Satou lui donne le feu vert juste avant que Tama ne revienne avec sa propre proie. Arisa prend la proie de Tama pour la caresser, mais Satou lui dit de faire attention car c'est en fait un bébé monstre. Malheureusement, la proie s'échappe de ses mains et s'enfuit pour sauver sa peau et ne pas finir en dîner, ce qui attriste Tama. Arisa s'excuse vite auprès de Tama pour son manque de soins, tandis que Tama s'excuse auprès de Satou pour son mauvais travail. Satou la rassure en disant que l'important est qu'elle soit sauve, mais elle refuse de céder et promet une plus grosse proie la prochaine fois. Peu après, il s'installe pour manger la crêpe de Lisa, mais Satou s'inquiète en voyant que Mia a du mal à en prendre une bouchée. Le lendemain matin, ils reprennent la route et Satou en profite pour vérifier son inventaire et choisir un livre sur tout ce qu'il faut savoir sur la magie. Il se plonge dans les concepts magiques pour réaliser plus tard qu'il a tripoté la poitrine de Nana pendant ce temps. Arisa retire sa main avec colère, tandis que Mia l'avertit de garder ses manières de pervers loin du groupe. Satou s'excuse rapidement, affirmant qu'il était trop absorbé par le grimoire qu'il lisait. Intrigué, Arisa demande s'il est chercheur en sortilèges, alors il lui dit qu'il essayait juste de voir s'il pouvait en créer de nouveaux. Soudain, il remarque des rats dans le chariot derrière eux, et se rappelle que l'homme-rat lui avait dit après la saga de Zen qu'il chercherait ses amis. Sur ce, il ordonne l'arrêt de son chariot et va négocier avec le conducteur de l'autre véhicule. Les rats, qui allaient être vendus comme esclaves, se précipitent pour saluer Mia, tandis que Satou décide de camper car il se fait tard. L'homme-rat le remercie de les avoir sauvés et lui dit qu'ils ne resteront pas avec eux car ils ont fort à faire, ce à quoi il répond que c'est d'accord. Plus tard dans la nuit, les filles dorment dans la tente après cette journée stressante, tandis que Satou profite du calme pour explorer son stockage. Le lendemain matin, les filles s'installent pour le petit déjeuner préparé par Satou et même Mia apprécie le repas. Après le petit déjeuner, ils reprennent la route mais sont arrêtés par l'homme-rat et ses amis. L'homme-rat le remercie encore de les avoir sauvés et leur montre le cimetière des rats morts en protégeant Mia. Mia rend alors un dernier hommage aux rats défunts sous le regard lointain des autres. Plus tard dans la soirée, Satou commande à manger dans un restaurant. Il voit d'autres clients se plaindre de s'être fait arnaquer sur leur commande, alors il les calme en proposant de payer pour tout le monde. Lorsqu'il finit son repas et s'apprête à partir, une serveuse l'arrête et l'emmène à l'étage pour lui servir de dessert contre de l'argent liquide. Alors qu'il poursuit sa route avec les filles le lendemain, Arisa l'accuse d'être un infidèle après avoir appris son rendez-vous de la veille. Peu après, il s'arrête devant un escroc nommé Dozan qui brutalise un pauvre couple.
Dozan les fusille du regard comme s'ils avaient un vieux compte à régler avant de filer. Satou se demande quel est son problème, et Lisa lui rappelle qu'ils l'ont croisé quand il a tenté de voler le cœur de fourmi récupéré lors de la saga en ville. Satou va ensuite voir le couple et leur donne une potion magique pour soigner la blessure du mari. De retour au carrosse, Arisa lui dit de calmer ses élans de générosité, car il pourrait aussi avoir besoin de ces potions. Satou comprend son point de vue et vérifie son inventaire pour voir s'il peut fabriquer des potions lui-même. Peu après, il s'installe pour les préparer en suivant les instructions d'un manuel dans ses paramètres. Alors qu'il entame la phase finale, il comprend qu'il va manquer de matériel. Il repère une ville aux alentours pour se réapprovisionner et décide d'y faire un saut dès demain. Le lendemain matin, Satou scrute la carte et remarque beaucoup de zones vides. Il décide d'aller explorer ces endroits pour voir s'ils représentent une menace. Arrivé à la ville voisine, lui et Liza demandent leur chemin pour trouver la boutique de magie. À la boutique, ils croisent un type grincheux qui sort avec son esclave chargé de marchandises, et ils se demandent ce qui ne va pas chez lui. Ils entrent ensuite et font la connaissance de Len Maris, la vendeuse. Après avoir écouté leur demande, elle leur dit que le client précédent a tout raflé. Elle ne pouvait pas refuser car il possédait le sceau l'obligeant à le servir. Dehors, Satou dit à Lisa de rejoindre les autres car il veut visiter un endroit seul, ce qu'elle accepte d'un signe de tête. Peu après, il revient à la boutique déguisé en ce type grincheux pour passer commande. Len Maris, dupe, lui vend tout en pensant que c'est lui. Sur le retour, il range les objets dans son inventaire en attendant d'en avoir besoin, puis s'enfonce dans la forêt jusqu'à sentir qu'il vient de franchir une barrière. Il scanne alors les environs et réalise qu'il se trouve dans la forêt des illusions. À ce moment, une minuscule fille nommée In ordonne à ses chevaliers de l'attaquer. En esquivant, il s'excuse d'avoir pénétré sur leur territoire. Pourtant, In lui lance un sort, et quand il le bloque, elle pousse un cri d'agacement. Satou tente de la calmer, mais un oiseau géant atterrit soudainement sur elle. Sous le regard stupéfait de Satou, une sorcière émerge de l'oiseau. Elle s'avance vers lui pour l'accueillir, se présentant comme celle qui veille sur cette forêt. Ensuite, elle l'emmène chez elle et l'appelle l'émissaire de Bolenan. Satou se demande si c'est à cause de la cloche reçue de l'homme rat et précise vite qu'il n'est pas un émissaire. C'est alors qu'In, l'apprenti de la sorcière, entre pour s'excuser auprès de Satou qui la rassure en disant que tout va bien. Il apprend qu'elle fabrique des potions pour le compte de la ville. Il demande alors à apprendre leur art et la sorcière accepte de lui enseigner. Quelques heures plus tard, Satou fait ses adieux. La sorcière lance un sort de foudre pour le guider. Il la remercie et suit le chemin tracé. Quand il retrouve enfin les filles, Arisa, furieuse, lui demande pourquoi il erre toujours comme un mort-vivant en quête de sa dignité perdue. Le lendemain, Satou rencontre un potier qui pourrait lui fabriquer des fioles pour ses potions magiques. Mais le potier lui explique que les lois de la ville l'en empêchent. Il lui propose toutefois de venir à son atelier pour apprendre la poterie. Avant qu'il ne réponde, il surprend un homme parler à son ami de son projet de créer son propre territoire dans la zone, au moment où Arisa, Mia et Nana l'approchent pour lui dire que la récréation est finie et qu'il doit rentrer. Le lendemain matin, les filles l'accompagnent à l'atelier du potier, mais il s'arrête net en voyant sur sa carte qu'In est poursuivi. Il dit alors aux filles qu'une de ses connaissances a des ennuis avant de filer et les filles courent après lui. En rejoignant In, Satou remarque que les méchants en veulent aux potions qu'elle doit livrer au comte. Alors il dit à In de continuer pendant qu'il s'occupe d'eux. In obéit mais s'écrase vite dans les bois pendant son transport à cause de la force qu'elle utilisait pour courir. Aussitôt, Satou court voir comment elle va et constate que la plupart des potions se sont brisées sous le choc. Après avoir compté les potions restantes, il réalise que seules 120 potions sur 300 ont survécu. Il dit alors à In en pleurs de livrer d'abord les potions rescapées au comte. Arrivé au bureau du comte, Birkins, le comte, leur fait savoir qu'il n'acceptera que 300 potions de leur part. Satou remarque que le second de Birkins est Dozan et comprend que ce sera plus dur que prévu. Pourtant, Satou demande plus de temps pour remplacer les potions perdues, promettant de les livrer avant la fin du jour. Mais Birkins refuse, car il ne veut que les potions de la sorcière. Soudain, Satou sent que Birkins veut l'échec du plan et il reconnaît enfin sa voix comme étant celle de l'homme qui l'a surpris lors de son rendez-vous chez le potier. Satou se demande si Birkins compte supprimer la forêt des illusions pour son projet, alors il améliore ses talents de négociateur pour l'arrêter. Il dit alors à Birkins que rien dans l'accord passé avec la sorcière ne l'oblige à n'accepter que les siennes. Alors Birkins lui donne le feu vert pour livrer ses potions, précisant qu'elles doivent être aussi bonnes. Après l'entretien, les autres filles retrouvent Satou muni des ingrédients nécessaires à la préparation de la potion. Mais In, inquiète, leur dit qu'il sera impossible de respecter le délai car il n'y a plus de fioles disponibles. Peu après, ils vont voir le potier, qui perd totalement son sang-froid en apprenant le nombre de fioles requises avant la fin de la journée.
Satou le rassure en disant qu'ils n'ont besoin que de son atelier et de son four, alors il accepte pensant qu'ils ont une bonne raison. Il accepte aussi de les aider et Satou lui exprime sa gratitude. Au travail, les filles commencent à se plaindre de la difficulté de mouler un pot en argile, tandis que Satou s'occupe de façonner l'argile en fiole parfaite. Cependant, le potier lui signale qu'il faudra attendre 5 jours pour que les fioles sèchent bien avant de passer à l'étape suivante. Satou commence immédiatement à réfléchir au moyen le plus rapide de faire sécher les fioles. Sa réflexion finie, il laisse Mia utiliser son sort pour sécher une fiole et elle devient si parfaite que le potier chante les louanges de Mia. Le potier annonce ensuite qu'il va passer à l'étape suivante et encourage les autres à continuer de travailler. Ils continuent tous à travailler pendant des heures en attendant que les fioles terminées refroidissent dans le four. C'est alors que Dozan et ses sbires s'approchent pour les accuser de fabriquer illégalement des fioles de potions. Le potier ment en disant qu'il donne juste des cours de poterie, mais ils ne le croient pas et entreprennent de détruire son four. Peu après, Arisa regarde tristement les fioles brisées, tandis que Dozan et ses sbires s'en vont victorieux. Le potier fait savoir à Satou qu'il ne peut plus rien faire, mais Satou s'excuse simplement pour son four détruit. Après ça, il se tourne vers Iné et lui dit qu'il a besoin de l'oiseau qu'elle porte toujours pour envoyer un message à la sorcière. Peu après, Satou avoue à Arisa que les fioles brisées sont fausses et qu'il a les vraies rangées dans son inventaire. Sur ce, ils vont annoncer la nouvelle aux autres, qui se réjouissent que leurs efforts n'aient pas été vains. Au bureau de Birkins, Satou lui présente un bon de livraison à signer, ce qui le rend confus car il pensait qu'il n'avait rien à livrer. Le garde de Birkins confirme alors qu'ils ont livré les 300 potions, et Dozan, agacé, demande comment ils ont réussi. Satou lui dit innocemment de ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'amitié et du travail, ce qui fait grincer des dents Dozan de colère. Birkins fixe Satou intensément avant de regarder par sa fenêtre car il ne veut pas signer le bon. C'est alors que Kuhanu, le comte, arrive et propose de signer le bon. Il s'avère que la sorcière a reçu le message de Satou et elle est vite arrivée en ville pour dénoncer l'avidité de Birkins à Kuhanu. Kuhanu exprime sa déception envers Birkins et le dépouille de son titre immédiatement. Au lieu de montrer des remords, Birkins lance un sort à Kuhanu qui le bloque et le traite d'idiot de croire qu'un sort si faible marcherait. Kuhanu dégaine alors son épée pour trancher Birkins, mais Satou arrive le premier et l'assomme. Satou explique qu'il ne veut pas que les filles voient une telle violence, et Kuhanu est d'accord avec lui. Le lendemain, le potier remercie Satou et les filles de lui avoir obtenu un nouveau four de la part de Kuhanu. La sorcière remercie aussi Satou pour son aide, et Iné lui remet une lanterne magique en signe de gratitude. Après cela, lui et les filles leur font leurs adieux et quittent la ville. Le lendemain matin, Nana se déshabille sur un Satou endormi et lui offre son corps. C'est alors qu'Arisa les interrompt pour saluer Satou avant de perdre son sang-froid en voyant Nana essayer de jouer son rôle. Immédiatement, elle s'interpose pour découvrir que Nana a juste un dysfonctionnement de ses compétences et a besoin d'une main près du cœur pour laisser passer la magie. Mia intervient vite et suggère qu'il lui touche le dos à la place, et Arisa confirme que c'est logique puisqu'il doit juste toucher près du cœur. Satou s'exécute et Nana commence à faire des bruits comme si elle manipulait une grosse saucisse, ce qui accroît la jalousie d'Arisa. Pendant ce temps, Zena s'empresse de dire à ses amis que Satou lui a envoyé une lettre et la leur lit. Quand elle rentre chez elle le soir, elle relit la lettre et il commence à lui manquer encore plus. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'au bout, dites-nous en commentaire si vous survivriez une semaine dans un monde parallèle. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de récapitulatifs comme celui-ci.